Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu prendre le temps de méditer sur les vidéos qu'on a faites avant ou que j'ai faites avant. Quoi qu'il en soit, je tiens beaucoup à remercier les personnes qui ont réagi sur les réseaux sociaux, qui m'ont écrit, qui ont donné des feedbacks, qui ont donné des témoignages. C'est quelque chose qui fait que chaud au cœur parce que des fois, on donne des informations où on exhorte et puis recevoir les feedbacks, c'est quand même quelque chose qui rassure un tout petit peu. En tout cas, que Dieu vous bénisse et surtout, je voudrais remercier les gens qui se sont donnés comme mission pour prier pour nous. Ça, sincèrement, c'est une chose que je ne pourrais jamais dire merci suffisamment assez. Pour les gens qui prennent le temps de prier pour nous, vraiment, merci beaucoup. Alors, comme convenu, aujourd'hui, on va essayer de parler des combinaisons, c'est-à-dire, et je sais qu'il y a même une personne qui en avait parlé dans les feedbacks, sur YouTube, et qui disait, tiens, si des gens des tempéraments différents vivaient ensemble, qu'est-ce qui se passerait? Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon mari, et je vous rassure, comme je vous l'ai dit, il a un tempérament complètement différent du mien, et ce sera une bonne occasion, éventuellement, de discuter de ça, des différents points de vue, des gens qui ont des tempéraments différents, quand ils vivent ensemble, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais le laisser plutôt se présenter lui-même. Bonjour à tous, mon nom est Olivier, ça fait 20 ans que je suis avec Nathalie. Oui, cette année c'est 20 ans. Oui, cette année c'est 20 ans et j'aimerais vous dire aussi, quand on parlait des tempéraments, des combinaisons, peut-être on prendra le temps d'en parler. Vous allez voir qu'il y a une influence. Donc, il y a quelque chose de positif qu'on prend chez l'autre. Tout à fait. Et à partir, je dirais, de cette relation, naît quelque chose de nouveau où c'est une forme d'équilibre qui naît entre nous deux. Donc, c'est très, très important que les gens le sachent. Et j'ai lu quelques commentaires donc, par rapport aux gens qui ont commencé à suivre les enseignements que Nathalie donnait. L'important, c'est pas de connaître je dirais, les tempéraments ou les personnalités. Il y en a qui l'appellent aussi les caractères. C'est plus découvrir la richesse que Dieu a déposée en chacun de nous. C'est ce qui est important. Quand tu découvres ce que Dieu a déposé en toi, tu commences à respecter même ce que Dieu a déposé dans la vie de l'autre. C'est pour cela que c'est hyper important. Nous ne sommes pas des psychologues. On n'est pas là pour vous donner... Exactement. On n'est pas là pour vous bourrer le crâne d'informations. Non, on est là pour vous partager et surtout que vos yeux s'ouvrent et que vous puissiez voir les merveilles que Dieu a déposées en chacun de nous. Et d'ailleurs, le jour où on a commencé à comprendre, à accepter que nous avions des tempéraments différents et qu'on a commencé à accepter que Dieu avait placé des dons en moi qui étaient différents de ceux d'Olivier et qu'on a commencé quelque part à célébrer cette différence, c'est là où on a commencé à bénéficier du don de l'autre. Parce que souvent, on voulait d'abord se changer. Moi, je voulais qu'il devienne comme un mélancolique, qu'il me comprenne, qu'il réfléchisse comme moi. Et lui voulait que je devienne comme une personne de tempérament semblable. Et là, ça a créé quand même pas mal de... Et rappelez-vous, la parole de Dieu dit « Aimez les autres comme vous aimeriez qu'on vous aime aussi. » Ou faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Donc, en d'autres mots, avant d'aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc, s'accepter. On ne peut jamais accepter les autres avant de s'accepter soi-même. Et ce que j'ai aimé à travers ces enseignements, on a eu beaucoup de feedback, beaucoup de témoignages, des gens qui ont commencé à comprendre qu'ils étaient normaux. Parce que des fois, ils se disaient, je me suis considéré comme quelqu'un de bizarre, et souvent on me le répétait autour de moi. Les gens qui me connaissaient disaient, toi, tu es bizarre. Mais à travers les enseignements, j'ai compris qu'il y avait autour de moi et autour du monde des gens qui me ressemblaient et qui se considéraient comme étant normaux. Donc, moi aussi, je l'ai accepté. Et c'est pour cela que quand on a commencé, comme Nathalie le disait, notre relation, des fois, il y avait des points dans sa vie où je me posais des questions. Et des fois, surtout pour les gens qui sont spirituels, il y a un côté où on se dit, peut-être c'est le diable qui est en train d'agir dans sa vie. Peut-être que son trait de caractère vient peut-être de, je ne sais pas, qu'elle a hérité d'Adam ou d'Ève. Mais il y a ce qu'on ne comprend pas chez l'autre, parce que souvent, ce qu'on ne comprend pas chez l'autre, on le met du côté du diable. On diabolise ça. On spiritualise ça très rapidement, jusqu'à ce qu'on se dise, tiens, le diable m'a attaqué. Et c'est vrai que le diable nous attaque. Il nous attaque surtout
là, on ne comprend pas. Le diable, c'est le prince des ténèbres. Donc, il va essayer de vous donner le moins d'informations possible pour pouvoir vous laisser, vous donner, que vous soyez resté captif. Et c'est ce qui est arrivé aussi dans notre couple au départ. Ça nous a quelque part, ça nous a fait mal. Hein? On s'est fait mal, on a voulu que l'autre vienne de notre camp. Et parce qu'on ne le savait pas, le diable s'est servi de cette méconnaissance, de cette mauvaise information, en se disant, le diable m'a attaqué. Au travers d'Olivier, Olivier me disait, mais moi je pensais que j'avais un tempérament extraverti, que ma femme allait m'aider, peut-être parce qu'il avait aussi un appel pour enseigner, pour prêcher. C'est quand même comment Dieu me donne quelqu'un de taciturne, alors que je suis... Voilà, voué à rencontrer beaucoup de gens. Et moi, je trouvais que c'était lourd de voir quelqu'un qui était toujours dans le public. Je dis, mais il ne va jamais se fatiguer, mais cette personne va me pomper émotionnellement. Parce que moi, être en public, ça me demande beaucoup d'énergie. Mais quand j'ai compris qu'il était ce qu'il était, j'ai été de moins en moins agressée et aussi agressive envers lui ou toute autre situation. Et surtout à ne plus vouloir changer l'autre. Parce que des fois, les gens qui se mettent en couple, c'est pas seulement les gens qui sont mariés, ça peut être peut-être des collègues, ça peut être des amis. On dirait qu'on a une mission secrète de pouvoir changer l'autre. Donc on exerce une certaine pression, pas seulement une pression, mais ça peut prendre la forme aussi de manipulation. On essaie de changer l'autre, on essaie de l'amener ou bien d'influencer ses émotions, de l'amener à réfléchir comme on réfléchit, à voir la vie comme on la voit. Et c'est là où commencent à naître des conflits entre les gens. Mais quand j'ai découvert que je ne pourrais jamais changer Nathalie, parce que Nathalie, quand on s'est rencontrés, on était adultes. Donc, il y a eu l'éducation qu'elle avait reçue, il y a eu l'impact de la vie, son passé, tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif, qui avait forgé ce qu'elle était. Donc je ne pouvais pas le changer en quelques minutes. Mais moi qui croyais qu'il était, je dirais, charismatique, qui parlait facilement, qui pouvait voir l'effet que je produisais chez les autres. Donc je me disais qu'avec ma femme, ça va être facile. Et surtout, qu'il y a l'ingrédient, peut-être qui n'est pas souvent présent quand je m'adresse aux gens, aux autres, c'est l'amour elle-même. Donc, ce que je vais faire... Et surtout, je l'aime. Exact. Et moi aussi, je l'aime. Donc, je me disais, avec elle, ça va être vite fait. Vite fait. Mais je me suis rendu compte, oh my God, c'était dur. Et... j'étais découragé, je me posais des questions, je me disais, je suis arrivé même à penser, est-ce la femme de ma vie? Ou bien, si c'est la femme de ma vie, peut-être que je me suis marié, on a précipité les choses. Absolument. C'est exactement. Donc, c'est pour cela qu'en parlant des combinaisons, ça va vous ouvrir les yeux. Mais chaque fois qu'on en parle aussi, ça nous ouvre les yeux. Ça nous rappelle, ça nous rappelle, ça nous rappelle des choses. Ça nous rafraîchit. Ça nous rafraîchit, on se dit, oh, wow, cet après-midi, ok. C'était pas contre moi. Exactement, c'était à cause de son tempérament. Absolument. Et vraiment, notre souhait, c'est que ça vous ouvre les yeux, que ça puisse vous aider à accepter l'autre, que ça puisse vous aider aussi à accompagner dans la patience l'autre. Ce que j'aime avec le mot patience, parce que ça fait partie des fruits de l'esprit, il y a quelqu'un qui l'a assez bien défini, qui disait que la patience, c'est pas l'art d'attendre longtemps, mais la patience, c'est l'art d'attendre avec une bonne attitude. Donc, tu vas accompagner, tu vas guider l'autre, tu vas être auprès de cette personne, mais dans la patience, avec une bonne attitude, en ayant réalisé que c'est Dieu qui nous change, c'est Dieu qui nous transforme. Parce que nous tous, nous sommes comme des chantiers. Et le Seigneur est en train de faire son œuvre. Et la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en nous. C'est lui qui va l'amener à la perfection. Absolument. Amen. Et en tout cas, ça va, au fur et à mesure qu'on va discuter, on va vous donner des petits témoignages d'ici et là. Mais quoi qu'il en soit, on a été à un moment où on s'est découragé. On s'est beaucoup découragé parce qu'on ne s'était pas compris. Comme je l'ai dit, chaque tempérament a son propre langage, a son propre langage d'amour, d'une certaine manière, même s'il y a d'autres langages d'amour, il y a 5 langages d'amour que les gens connaissent en général. Mais la manière dont les tempéraments expriment aussi leur langage d'amour, c'est très différent. Et souvent, on tombe dans le piège en se disant, tiens, si je fais comme ça, parce que j'aimerais qu'on fasse cela en mon égard, ça va l'aider. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler du tempérament, d'une première combinaison. C'est la combinaison d'un sanguin. On va commencer par nous d'ailleurs. Alors, c'est un sanguin
comme Olivier, ou une femme qui est sanguin, qui est en couple, qui est mariée, qui vit, ou même qui travaille, ou même qui des sœurs, des frères qui sont très proches, l'un est sanguin et l'autre est mélancolique. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les points forts, quels sont les points faibles qui peuvent se dégager de cette relation, de cette rencontre, ou dans ce couple de personnes qui ont ces deux tempéraments qui sont différents. Et vous savez, ce qui est marrant, c'est que quand vous êtes en relation, ce qui peut paraître comme étant un point fort chez l'autre peut venir t'irriter. Absolument. Hein? Donc, c'est ce qui est considéré comme étant une qualité que cette personne a. Mais comme vous vivez ensemble, comme il y a un conflit d'intérêts, ça vient te chercher, ça vient t'irriter. Mais on va voir qu'il y a des points forts, tu peux tirer un bénéfice de cette relation, mais l'autre personne, parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a jamais vécu avec Dieu physiquement, il y a des apparitions, il y a des visions, mais Dieu ne viendra jamais vivre avec toi dans la maison 24 heures sur 24. Mais Dieu va te transformer à travers l'autre. Par exemple, Nathalie, y a-t-il quelque chose de positif que tu as appris à mes côtés? Absolument, parce que vous savez, les sanguins ont des points positifs que nous, les mélancoliques, nous n'avons pas. C'est surtout au niveau relationnel. Oh, je vous assure, toutes les personnes qui me connaissent, qui connaissent Nathalie peut-être quand elle était à l'école primaire, secondaire, une partie quand même, avant que je te rencontre, franchement, on s'est rencontrés quand j'étais à l'université, bien moitié de la médecine, là, j'étais en 4e année. J'étais une personne assez taciturne, j'étais une personne assez réservée, j'étais une personne qui avait des amis, mais qui ne savait pas trop créer des relations. Donc, je sais qu'Olivier, il m'a aidé à sortir de ma coquille au niveau relationnel. Ça m'a aidé à être en contact facilement, à créer des contacts facilement. Je vous assure, je suis de plus en plus à l'aise, vraiment, de pouvoir discuter avec des gens. Et ça, je vois comme si c'était c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'arrive à la maison, je dis, waouh, j'ai pu aborder cette personne, j'ai pu lui dire cela. Je me sens tellement fière parce que ce n'est pas quelque chose que j'avais au départ. Et ça, c'est vrai que je l'ai vraiment tiré d'Olivier. C'est quelque chose. Au niveau relationnel, les mélancoliques, on a un gros défi. Franchement, c'est très difficile d'aller vers l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans les pensées. Je le confirme, franchement. Parce que des fois, ce qui s'est passé quand je venais de la rencontrer, quand on était avec un groupe d'amis, c'est moi qui parlais souvent. C'est moi qui parlais longtemps. Comme on va le voir, nous avons un petit défaut, on peut devenir trop bavard. Mais j'ai appris... Depuis qu'on est ensemble, j'ai commencé à remarquer que des fois, c'est Nathalie qui parlait. C'est Nathalie qui s'exprimait facilement. Vrai. Peu importe, même si quand elle rencontrait de nouvelles personnes, elle était à l'aise. Alors qu'avant, on dirait qu'elle se cachait, elle ne voulait pas s'exprimer, elle ne voulait pas exprimer son point de vue. Il fallait qu'elle connaisse d'abord l'autre. Donc ça, j'ai vu vraiment que c'est une transformation. Pour moi, il fallait d'abord qu'il y ait un coup de foudre intellectuel. Franchement, il y a une personne qui me l'a dit, ça m'a fait rire. Chez les mélancoliques, il faut qu'il y ait un coup de foudre intellectuel. Et ça, pour qu'il y ait un coup de foudre intellectuel, il faut beaucoup de temps, il faut discuter. Et il faut discuter avec une seule personne parce que c'est difficile de se départager en plusieurs personnes. Mais à partir du moment où j'ai vu que c'était facile, parce que des fois, ça peut même créer de l'anxiété chez les gens qui sont introvertis, de pouvoir parler avec les gens, j'ai vu que c'était facile, c'était faisable. Et j'ai commencé maintenant à exercer ce domaine-là que je ne pouvais pas, que je n'avais pas, que je ne développais pas beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu as pu retirer, enfin, je veux dire, le côté positif de chez les mélancoliques, de chez moi donc? Je pense que la première chose qui me vient en tête, je ne sais pas si je pourrais dire le pouvoir, mais aussi la facilité de dire non. Voilà. Ça, c'était vraiment un défi chez moi. Parce que dire non, j'étais là, j'acceptais tout. Olivier, est-ce que tu pourrais? Oui. Mais même avant d'entendre ce que tu allais me demander comme service, j'étais là, c'était tout feu, tout flamme. Je donnais service à n'importe qui. J'étais prêt à aller jusqu'au bout de la terre pour aider, pour...
J'étais là, j'étais trop passionné, mais elle m'a appris à dire non. Parce que avant, c'était difficile de dire non. Quand je disais non, on dirait que j'étais plus enfant de Dieu, j'étais plus rempli du Saint-Esprit. C'est vrai. Donc, j'acceptais tout. On me donnait des rendez-vous. Des fois, il y avait des conflits d'horaire. D'horaire, ouais, c'est ça. Parce que j'avais accepté d'aller chez un tel, j'avais accepté de rendre service à un tel, mais il y avait un conflit d'horaire. Donc, elle m'a appris à dire non. Et même à ne pas seulement dire non, à dire « Attends, je vais réfléchir là-dessus. Attends, je vais consulter mon agenda. Attends. » C'est quelque chose que j'ai appris chez elle. Parce que nous disons non facilement. Facilement. D'abord, avant de dire... Le oui d'un mélancolique, il est très lourd. Et c'est très, très lourd de dire oui. Donc... Parce que c'est un engagement esprit à mes corps. Absolument. Un mélancolique, quand il vous dit oui, c'est... Écoute, j'ai réfléchi, j'ai regardé les points morts, j'ai tout regardé, je suis capable d'assumer le oui que je vais te donner. Donc, moi, c'est d'ailleurs de prime abord, je disais non. C'est vrai. Et il a vu que quand je disais non, les gens n'allaient pas mourir, ne se plaignaient pas. Hein. Non, même s'ils se plaignaient, ça ne m'empêchait pas de dormir. Exactement. et chez nous, plus les sanguins, le oui, c'est pas un oui qui vient d'une réflexion, d'une analyse, d'une observation, mais c'est un oui qui vient surtout des émotions. C'est ça. C'est un oui qui communique une certaine, je dirais, comment dire, ça veut te transmettre une émotion qui dit tu comptes pour moi. C'est vrai. Tu as de la valeur à mes yeux. Donc, comme tu as de la valeur à mes yeux, je te dis oui. À part que tu ne peux pas assumer tout le temps. Exactement. Voilà. Donc, au fond, c'est comme si je me disais, si je dis non, au fond, c'est comme si je reniais cette personne. C'est comme si je lui accordais aucune valeur, alors que c'est pas le cas. Donc, c'est pour cela que j'ai appris à faire la part des choses, à dire non, c'est non, non pas à la personne, c'est non par rapport aux demandes, c'est non par rapport au service qu'il me demande. Donc, j'analyse, je décortique, je regarde, je regarde mon emploi du temps, et là, je dis, suis-je capable? Est-ce que j'aurai du temps? Est-ce que j'aurai assez d'énergie? J'aurai assez de finances, de moyens pour pouvoir l'accomplir? Et surtout que tu l'as appris en me regardant. En fait, c'est ça qu'on est en train de dire en disant, ah tiens, elle, quand elle dit non, ce n'est pas que... D'ailleurs, quand on dit non, c'est presque à la limite très égoïste. Ça peut paraître très égoïste. Mais après, quand tu vois une personne qui dit, tiens, elle a dit non, mais elle dort, elle se repose. Il y a des bénéfices à dire non. Je n'en revenais pas parce que quand il m'arrivait de dire non, oh my God. Ça le culpabilisait. J'avais des sueurs froides au dos. Je me disais, oh my God, comment cette personne est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'elle va dire? Et moi, je disais, surtout, enfin. Et surtout, j'avais peur, qu'est-ce qu'elle va dire aux autres? Donc, tout le monde va commencer à dire, Olivier, il n'est plus gentil. Et il y a même des amis qui ont commencé à dire, sa femme l'a changé. Parce que je parvenais à dire non. Je n'acceptais plus toutes les invitations. Alors qu'avant, oh my God, tu as pensé à moi déjà. Donc, te dire non, ce serait un sacrilège, ce serait, comment dire, c'est à la limite, ça a t'ôté la vie. Alors, j'ai commencé à adopter son attitude. J'ai commencé à réfléchir, à être prudent. La prudence. La prudence, c'est quelque chose que j'ai appris de Nathalie. Parce que on est impulsif. On est tellement impulsif. Et je me rappelle que un jour, un ami m'avait approché. Il a commencé à me parler d'un business. Ici au Québec, on dit une business. Alors, ça m'avait emballé parce que quand tu me parles et que les émotions sont touchées, oh my God, là j'y vais à fond. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à dire à ma femme, il y a un business, prenez un business une ou un. Alors je me suis dit, non, on m'a expliqué, avec ce business, à moins de 6 mois, on commencera à toucher des millions. Là je parlais des francs d'or, donc la monnaie locale dans mon pays. Et là Nathalie a dit, non. Attends, avant de te lancer, avant de commencer par investir, commence par t'asseoir, commence par parler des gens, recueille des informations et comme ça tu vas investir en ayant récolté assez d'informations. Et là je disais, non, le temps que je m'assois pour récolter autant d'informations, la business va nous passer sous le nez. Donc je ne comprenais pas trop. Il fallait que ça se fasse vite. Et j'y ai mis l'argent. À cette époque, vraiment, on ne roulait pas sur l'or. Et c'était un investissement quelque part pour sortir d'un problème de pauvreté dans lequel on était. Exactement. Et j'ai investi l'argent.
Et à mon tour, comme il m'est facile de convaincre les gens, j'ai essayé d'approcher des amis, j'ai essayé d'approcher la famille pour essayer de les convaincre. Oh my God. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ouais. Ça n'a pas marché. J'avais de la honte, je me sentais mal. Et surtout quand je rentrais à la maison, regardez en face ma femme, je me disais, surtout qu'elle m'avait dit, sois prudent, ne te lance pas si vite. J'avais de la honte, je me sentais mal. Et surtout, je disais, tous ces gens à qui j'ai partagé ces idées, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Parce que c'est un point, comme on va le voir, qui est pertinent pour nous, qui est, je dirais, qu'on considère énormément, Absolument. à qui on accorde de l'importance. Et après cette expérience, j'ai dit, maintenant, avant de prendre une décision, ça c'est quelque chose aussi que le Seigneur m'a appris. Qu'on a appris vraiment ensemble. Hein? Quand on n'est pas en accord, vraiment, je me lance dans aucun business. Même moi aussi. Même si je trouve que cette chose ou cet engagement est sérieux, on a pris le temps de dire, si c'est vraiment, ça vient de Dieu, il va convaincre l'autre. Il va convaincre mon partenaire. J'attends à ce que, s'il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille à deux. Exactement. Et ça nous a appris quand même à... Donc, ce côté prudence, c'est... Oh, c'est incroyable. Et je dis merci. Et gloire à Dieu. Amen. Dieu avait vu ce qui me manquait. C'est vrai. Et vous savez, Dieu nous place toujours à côté des gens qui ont des choses qui nous manquent. Oui. Ce sont des personnes qui peuvent nous apporter des points positifs qu'on n'a pas nécessairement. Et c'est pour cela que faut pas se comparer. C'est vrai. Faut jamais se comparer. Donc, tu as des choses que je n'ai pas et j'ai des choses que tu n'as pas. Et Dieu ne nous a pas mis ensemble pour nous mettre en compétition. Mais il nous a mis ensemble pour qu'on soit complémentaires. Une œuvre extraordinaire. Exactement. Celle qui nous a appelés. Et il sait que ce que j'ai, Olivier peut s'en servir, ou Dieu peut se servir de ce qu'il y a dans la vie d'Olivier pour m'aider aussi. Et dans cette même optique, parce que lorsqu'on est en train de voir ça, on dirait que les sanguins sont souvent impulsifs, c'est vrai, mais cette impulsivité, elle est aussi nécessaire chez nous. Je l'ai apprise de lui parce que nous sommes très casaniers. Nous ne voulons pas, nous aimons vraiment le statu quo comme tous les introvertis. On n'aime pas sortir de notre zone de confort. Et j'ai vu comment Olivier pouvait facilement changer de situation sans que ça ne le touche émotionnellement. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé de ne pas sombrer en disant, tiens, si cette chose ne marche pas, on peut changer. Donc, par exemple... C'est une forme de souplesse. Absolument. C'est vrai que, bien que c'était... Par exemple, l'exemple qu'on vient de vous donner, il a perdu de l'argent, mais le fait de dire, il n'est pas abattu, il y a une souplesse de pouvoir dire, de rebondir, c'est quelque chose que j'ai appris aussi de lui en se disant, c'est pas la fin du monde lorsqu'une chose n'arrive pas comme on le voudrait, parce que souvent, les introvertis, quand on s'investit un peu trop. Et on voudrait ne jamais se trouver dans une situation d'échec. Parce que la peur vraiment du mélancolique, c'est la peur de l'échec. Aïe. Et voir que, OK, le sanguin avec toi qui est à côté, il fait pas mal d'échecs, mais il meurt pas. Il est bien, il arrive à s'en sortir émotionnellement. C'est quelque chose qui a été aussi bénéfique pour moi pour ne pas m'enfoncer. C'est vrai. Au fond, quand on parle de l'échec, l'échec, c'est par rapport à une décision. C'est pas par rapport à nous. Amen. Parce que souvent, les mélancoliques, ils croient que quand ils vivent une situation d'échec, c'est comme si ils étaient complètement perdus. C'est comme si c'est la fin en soi de leur vie. C'est la mort. Mais c'est pas ça. Non, c'est un échec par rapport à une décision. À une situation particulière. C'est un échec par rapport à une situation. C'est pas ta propre mort. C'est pas ton échec. Tu n'es pas un échec. Et je dirais que c'est quelque chose que j'ai apporté peut-être dans ta vie parce que on est, je dirais, on est naturellement optimiste. Absolument. Et, mon Dieu, naturellement, Nathalie, comme souvent les mélancoliques, ils sont pessimistes. Naturellement parlant. Donc, ce que je dirais, je l'ai appris à travers ces situations d'échec, c'est de dire, c'est pas la fin du monde. On va essayer demain, après-demain. Et je cherchais même les vidéos et je lui montrais les gens qui ont vécu plusieurs échecs, mais qui après en sont sortis vainqueurs. Et surtout qui ont appris à tirer des leçons à partir de leur échec et qui ont construit soit un ministère, soit une entreprise pour aider les autres qui vivent ces mêmes situations d'échec. Et ça, je dirais que je pense que l'optimisme, c'est quelque chose
lorsqu'on accepte que lorsque la personne s'exprime avec optimisme, ce n'est pas pour t'agacer, parce que des fois on peut le ressentir comme ça quand on est mélancolique, mais que c'est aussi un témoignage que même si ça n'a pas marché, ça peut aller. C'est un bénéfice. C'est vraiment quelque chose à prendre. Ça vous soulève. Parce que si vous aviez quelqu'un qui va vous enfoncer encore plus, ce serait dramatique. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que sur les quelques points dont on en a parlé, il y a toujours quelque chose de positif. Lorsque une personne mélancolique et un sanguin vivent ensemble, il y a toujours quelque chose de positif. Du moment, comme on l'a dit, que l'on voit que l'autre a quelque chose à apporter. Lorsqu'on ne veut pas le changer. Et que c'est même un témoignage en disant, ce que tu n'es pas, tu peux le voir et tu peux le devenir d'ailleurs. C'est vrai. Et pour terminer, j'aimerais vous rappeler, quand on parle de tempérament, ce sont des trésors que Dieu a déposés en nous. Amen. Et les tempéraments sont une facette de ce que Dieu est. Et c'est pour cela qu'il nous a donné ce tempérament. Pour qu'à travers nos vies, les gens puissent voir Dieu. Et c'est pour cela que ce tempérament, plus tu vas le comprendre, plus tu vas commencer à le célébrer, à célébrer Dieu, parce qu'il t'a donné un trésor. Ce sont des outils qui vont te permettre de pouvoir vivre dans le monde dans lequel Dieu t'a mis, mais pour être une bénédiction pour l'autre. Que Dieu vous bénisse.